the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Salut à tous, alors comme vous le voyez c'est encore le Patriote éclairé, on se retrouve pour un nouvel entretien commentaire d'actualité de octobre-novembre, des mois d'octobre-novembre, donc de l'automne 2015, partie internationale, donc diplomatique, géopolitique. Donc on commence tout de suite, voilà, j'ai déjà fait il y a quelques jours l'entretien commentaire d'actualité partie nationale sur la France, octobre-novembre. Là c'est entretien commentaire d'actualité, donc partie internationale, un entretien commentaire d'actualité qui va balayer l'actualité des mois d'octobre-novembre. Hein. Donc de l'automne 2015, partie internationale, diplomatie, relations internationales, géostratégie, géoéconomie, conflit, guerre, tout ce que vous voulez. Donc on commence tout de suite avec comme sujet la Turquie. Donc on va parler du lourd, la Turquie. Donc oui, je vais m'interroger sur Erdogan, est-il le maître incontesté de la Turquie, notamment avec un rêve ou un projet de rêve de restaurer un califat, du rêve de la nostalgie de la grandeur de l'Empire ottoman. Et après j'irai sur autre chose. Ouais, donc j'ai commencé par la Turquie parce que c'est un pays intéressant. Bon, tout le monde sait que c'est un verrou stratégique de stabilité au Moyen-Orient, et notamment c'est le pays qui est à cheval entre Méditerranée et qui fait le lien et qui relie l'Europe au Moyen-Orient, donc à l'Asie, donc c'est très important. Donc Erdogan se rêve-t-il en grand calife? Oui, donc c'est ce qu'on a vu. Erdogan a remporté toutes les élections haut la main depuis quelques temps, 60% les dernières, il est incontesté. Pas incontestable, mais incontesté, même s'il y a des fortes oppositions démocratiques, laïques, de gauche, notamment des kémalistes, des laïcs et du PKK bien évidemment, des Kurdes, même si historiquement ils l'ont soutenu, j'y reviendrai après sur les attentats terroristes. Donc oui, Erdogan se rêve visiblement en grand maître de la Turquie, rêve on va dire, d'une vision impériale, là aussi avec une nostalgie de plonger la Turquie dans ses racines lointaines, le rêve du califat, du grand califat, le rêve de l'Empire ottoman, du grand Empire ottoman qui avait été démembré, démantelé par l'Europe et les puissances alliées en 1918 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc le grand Empire ottoman qui était né au 14-15e siècle et qui avait perduré pendant plus de 6 siècles, plus de 600 ans. Ce grand Empire ottoman avait été démantelé par les puissances alliées à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Et là, il semblerait, oui, véritablement qu'Erdogan souhaite restaurer la grandeur, la puissance de la Turquie, à travers voilà, une foi et une nostalgie de la grandeur de la Turquie passée, donc de l'Empire ottoman, de l'Empire du sultanat, du califat. Du califat, donc bon, Erdogan est plutôt un laïc, à la base, il vient de ce qu'on appelle les islamo-conservateurs, dont je ne me souviens pas le nom du parti, mais c'est le parti qu'on appelle des islamo-conservateurs, donc à la fois islamique, à la fois conservateur, mais à la fois relativement laïque. Erdogan avait en effet, ça fait plus d'une quinzaine d'années, là c'est comme Poutine, hein, il s'accroche au pouvoir depuis plus d'une quinzaine d'années, tout le temps plébiscité, puisque la Turquie est une démocratie laïque et parlementaire. Erdogan est systématiquement plébiscité par le peuple lors des élections, notamment les dernières élections démocratiques pour la présidence de la République, d'abord en tant que Premier ministre, puis ensuite et chef de gouvernement, et ensuite président de la République. Donc là on voit un Erdogan visiblement incontesté, même si c'est pas totalement le cas, puisqu'il y a des oppositions sur sa gauche et sur sa droite. Sur sa droite, c'est les oppositions, on va dire, traditionnelles nationalistes, conservateurs et islamistes, donc les oppositions de droite, et les oppositions de gauche, que sont les oppositions socialistes, laïques, kémalistes, et les oppositions des Kurdes, de la volonté indépendantiste des Kurdes. Donc rien de plus à dire sur, voilà, on l'a vu, Erdogan notamment avec le palais impérial, un palais de princier, un palais impérial qui est véritablement très luxueux, et là on voit le désir et le rêve d'Erdogan de revenir on va dire, à un rêve du califat, de la grandeur de l'Empire ottoman passé, et bon, certains s'inquiéteront, moi je ne m'inquiète pas parce que ça ne me concerne pas, je ne suis pas turc, je n'habite pas au Moyen-Orient, je n'ai donc pas à m'inquiéter de la puissance et de l'hégémonie de la Turquie dans la région, mais bon, la Turquie, ex-Empire ottoman, un peu comme l'Iran, l'ex-Perse, sont des piliers de stabilité dans la région, de stabilité du Moyen-Orient, pour la stabilité de la région au niveau ethnico-religieuse. Les conflits, les guerres, ce sont des grandes puissances régionales, ce sont des grandes nations, des grands états, des grandes puissances régionales. Donc Erdogan visiblement maître de la Turquie incontesté,
avec une volonté de restaurer le califat, rêve de califat, nostalgie d'un passé, d'une grandeur turque passée à travers l'Empire ottoman. Voilà, bon. Je vous dis, il remporte les élections, toutes les élections haut la main, il a été plébiscité à plus de 60%. Bon, la Turquie reste une démocratie et laïque, mais il faudra voir ça. Voilà. Donc j'ai rien de plus à dire, voilà, Erdogan, maître de la Turquie, c'est relativement incontesté, on va dire. Un autre sujet, après le rêve de la grandeur turque, du califat par Erdogan, les attentats terroristes en Turquie qui ont ensanglanté la Turquie. Alors là, c'est très important. Et déjà, d'où viennent-ils? Alors, il y a eu des attentats en Turquie, notamment à Ankara, vous le savez, dans la capitale turque, je crois que c'était à Ankara, des attentats terroristes très importants qui ont fait, je crois, plus d'une 50aine de morts. Des attentats terroristes dans la foule, comme ça, là aussi, des attentats aveugles sans doute, qui ont tué des civils, qui ont tué une foule, bon, plutôt une foule de, je crois, de démocrates et de laïcs, mais... Donc là, évidemment, on s'interroge qui est derrière ces attentats terroristes. Est-ce que ce serait plutôt l'opposition, on va dire, pseudo-démocratique, mais relativement démocratique tout de même, du PKK, des Kurdes, l'opposition kurde du PKK, ou bien une opposition d'un islam radical, de Daesh, un attentat terroriste islamiste? Est-ce que ce serait un attentat terroriste commandité par l'opposition kurde, pour une volonté d'indépendantisme kurde, dans un contexte un attentat terroriste de l'aile gauche des Kurdes, donc du PKK, qui n'a pas été revendiqué par le PKK. Hein. Erdogan et l'État turc a diligenté on va dire une enquête contre les Kurdes, mais ce n'est pas du tout avéré que ce soit les Kurdes. Je pense, moi, personnellement, que ce ne sont pas les Kurdes, et de l'autre côté, plutôt des attentats terroristes qui seraient de nature djihadiste et islamique. Donc des attentats terroristes islamiques via Daesh, puisque bien que, d'ailleurs j'en reparlerai, hein, le jeu trouble d'Erdogan dans la région, par rapport au terrorisme, par rapport à l'islamisme notamment, dans une volonté de déstabiliser la Syrie laïque de Bachar al-Assad, Erdogan finalement se prend dans la gueule, je dirais, cette espèce de monstre qu'il a contribué lui aussi à créer en le finançant et en les laissant passer, que sont les djihadistes. Peut-être pas Daesh, alors pas Daesh, Erdogan n'est pas responsable de Daesh, mais en tout cas de certains groupes terroristes, notamment Al-Nosra, hein, des groupes véritablement salafistes. Donc après un rêve de nostalgie de la grandeur de la Turquie, et bien véritablement une Turquie faible, affaiblie par des attentats terroristes assez violents, quoi. Donc j'en sais pas plus pour l'instant, qui ont eu lieu donc en octobre, là, dans le courant du mois d'octobre. Est-ce que ça viendrait de l'opposition relativement démocratique de gauche kurde, au nom d'une volonté d'indépendantisme kurde, véritablement, ou est-ce que ça serait des attentats beaucoup plus à rechercher du côté des islamistes, Daesh ou autre, puisque Daesh aujourd'hui a déclaré la guerre au monde entier, on l'a vu, on va le voir avec l'Europe bien entendu et la France, les attentats de Paris, bien évidemment les attentats contre un avion en Russie, donc une déclaration de guerre à la Russie, aux États-Unis bientôt on va le voir, donc Europe, États-Unis, Russie, tout le monde, je vais pas dire libre, mais tout le monde occidental, Europe et le monde occidental en général, a déclaré la guerre à Daesh, et Daesh en retour nous déclare la guerre au monde occidental. Donc ces attentats terroristes en Turquie sont à interroger, et ce qui prouve d'ailleurs, Erdogan va mettre le paquet sur la sécurité et la défense de ses citoyens et de la nation turque, à travers peut-être des dérives sécuritaires, on verra ça. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est à interroger. Qui est derrière ces attentats? On ne sait pas, derrière les attentats terroristes. Est-ce que ça serait l'opposition kurde, ou des attentats plutôt d'origine djihadiste, donc islamique, avec une condamnation de Daesh dans toute la région, avec un trouble jeu, encore une fois, je vous le dis, d'Erdogan en armant et en soutenant et en laissant passer les djihadistes et les terroristes par la Turquie pour aller déstabiliser la Syrie de Bachar al-Assad, ou bien encore ce qu'on appelle l'État profond. Est-ce que ce ne serait pas une volonté de l'État profond turc, de déstabiliser son propre pays, de déstabiliser sa propre population en fomentant des attentats terroristes? C'est ce qu'on appelle l'État profond, c'est ce qu'on appelle les opérations false flag, les opérations sous faux drapeau, c'est-à-dire des attentats terroristes montés de toutes parts par les services secrets d'un État, d'une nation, pour maintenir sa population et son État, et sa population et ses citoyens dans un climat de perpétuelle paranoïa, pour mieux les diviser, pour mieux les dominer, avec, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec, je vais pas, le Patriot Act, un renforcement du processus et des lois sécuritaires, de l'arbitraire du pouvoir, hein. On a vu ça à plusieurs époques. Voilà, donc véritablement je ne sais pas ce qu'il en est de la Turquie, mais c'est à interroger, il faut s'y intéresser. Et donc je vous dis, hein, peut-être même l'État profond, les services secrets, les services policiers de l'État turc pour, dans une volonté de restaurer la grandeur du pouvoir turc, voilà, maintenir sa population. Donc voilà, pour finir, des attentats terroristes turcs qui déstabilisent la Turquie et la volonté d'Erdogan de grandeur et de stabilité.
soit des attentats terroristes du côté des Kurdes, soit du côté des islamistes, soit pour finir, comme je l'ai dit, des attentats qui auraient plutôt à voir avec l'État profond, les opérations sous faux drapeau, c'est ce qu'on a appelé aussi dans les années 60-70 en Europe avec la fraction armée rouge, la bande à Bater, et en Italie avec ce qu'on appelle les années de plomb et ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur et ce qu'on appelle aussi voilà, peut-être une volonté de l'État profond. Je ne dis pas que Erdogan a financé, a armé et a déclenché ses propres attentats, mais on peut se poser des questions sur n'y a-t-il pas derrière la main des services secrets, les services de renseignement pour voilà, maintenir dans la peur, dans la paranoïa, dans la crainte sa population, pour mieux la contrôler, pour mieux la dominer dans une période où il y a une volonté d'affirmation de l'hégémonie et de la puissance de Erdogan et de la Turquie dans la région. Je ne vais pas encore une fois reparler sur les États-Unis, mais c'était la même chose. Hein. Après les attentats du 11 septembre sur lesquels on peut s'interroger, eh bien le Patriot Act. Donc véritablement, peut-être même derrière la volonté des services de dominer sa population et de les contrôler. C'est à envisager. Autre sujet, le crash de l'avion russe en Turquie. Erdogan coupable? Interrogation. Avec des tensions maximales entre les russo-turcs. Alors là, oui, c'est intéressant, je reste toujours sur la Turquie, avec une vision plus régionale et plus de relations internationales et diplomatiques. On a vu des tensions russo-turques au maximum ces derniers temps. Hein, puisqu'il y a eu on a vu ce crash de cet avion russe dans la zone aérienne de la Turquie, et tout de suite, Poutine a accusé Erdogan d'être coupable du crash de l'avion russe. Alors ce sont des accusations très graves, qu'un État porte à un autre État, donc c'est très grave comme accusation, c'est très dangereux pour la stabilité dans la région du Moyen-Orient et du Grand Moyen-Orient, et voilà, tension russo-turque au maximal. Hein. Là on voit, pourtant historiquement, Poutine n'était pas en guerre contre Erdogan, la Russie était même plutôt alliée dans la région pour stabiliser la région du Moyen-Orient et de cette Asie de l'Ouest, mais là on voit véritablement, avec le crash de cet avion russe, Erdogan est-il coupable? En tout cas Poutine a accusé Erdogan en premier temps, la tension russo-turque à son maximum, à son paroxysme, bien que, qui reviendra après dans une autre partie, puisque cet entretien est aussi découpé en plusieurs parties, comme les autres entretiens. Désormais, la Russie de Poutine accuserait désormais Daesh. Daesh aurait revendiqué cet attentat, à voir, hein, mais... il y a eu un autre attentat, il s'agit d'un autre avion, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que le crash de cet avion, on a eu les boîtes noires, mais Poutine et la Russie va s'interroger là-dessus. Peut-être que le crash de cet avion autour de la zone du Moyen-Orient et autour de la zone aérienne de la Turquie d'Erdogan, peut-être est-ce le crash de cet avion serait-il un acte terroriste, un attentat terroriste de la part de Daesh, puisque Poutine a commencé à bombarder Daesh, l'État islamique en Syrie, donc en retour, Daesh déclare aussi... L'État islamique déclare aussi la guerre à la Russie de Poutine en commettant des attentats terroristes. Pas encore sur son sol, il a de la chance. Donc à voir. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Voilà, le crash de l'avion russe, donc le crash de l'avion russe dans la zone d'aviation et de contrôle aérien de la Turquie. Erdogan est-il coupable? Nul ne le saura. Peut-être là aussi le fait des islamistes et de l'organisation État islamique Daesh. Il faudra voir. Hein. En tout cas, Poutine accuse Erdogan. Hein. Donc là, véritablement... derrière le crash de cet avion russe, Erdogan est-il coupable? Bonne question, en tout cas, un refroidissement véritablement et un regain de tension entre les Russes et les Turcs. Ce qui n'est pas bon, puisque ce regain de tension russo-turque ne va pas aider à monter une grande coalition mondiale contre Daesh pour détruire l'État islamique, qui est bien évidemment le cancer de la région et qui est bien évidemment l'ennemi principal de toutes les puissances dans la région. Donc j'en ai fini pour ça. Alors là, autre sujet qui n'a rien à voir, le scandale Volkswagen. Donc scandale allemand, mais scandale du capitalisme mondialisé et totalement fou. Oui, donc là je voulais y revenir un peu rapidement. Ce scandale Volkswagen, donc tout le monde connaît Volkswagen, voiture du peuple, firme de l'industrie automobile créée par les nazis en 1938. Donc là, le scandale Volkswagen, là, touche véritablement, c'est le scandale de la mondialisation économique. Et c'est le scandale d'un capitalisme mondialisé sans foi ni loi et qui fait fi, je dirais, des États et de toutes les réglementations. Donc et en plus, moi en tant que patriote français, en tant que souverainiste français, c'est pas plus mal qu'on tape un peu, je dirais, sur l'Allemagne et qu'on rabatte le caquet sur la soi-disant fiabilité allemande, parce que là c'est véritablement la fiabilité allemande, la qualité à l'allemande, le Deutsche Quality qui est attaqué, bien évidemment. Donc le scandale Volkswagen, je vais y arriver, je vais dire maintenant VW, le scandale VW, bien évidemment le scandale
d'une industrie automobile, bien évidemment le scandale d'un capitalisme mondialisé totalement fou, transnational et qui fait fi de toutes les réglementations et de toutes les règles, je dirais, des États et des nations. Je dirais la fin de la fiabilité, de l'excellence à l'allemande dans l'industrie automobile, donc la fin peut-être de l'arrogance allemande, et surtout c'est les Allemands et Volkswagen qui va payer l'addition à la fin, hein, puisque l'addition va être très salée, puisqu'on sait déjà que, comment dirais-je, que ce scandale Volkswagen touche toutes les voitures Volkswagen à l'international dans le monde entier, notamment aux États-Unis, et que ça toucherait plusieurs millions de véhicules. Et donc plusieurs millions de véhicules à rembourser, donc plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros ou de dollars, c'est faisant comment on compte, plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards de dollars d'euros à rembourser à tous les consommateurs, à tous les usagers qui ont acheté ces voitures de la gamme de la marque Volkswagen. Donc véritablement scandale d'ampleur mondiale internationale, hein. Tout le monde en a parlé, la presse, les médias, ça a fait le buzz à la fin, c'était dans le mois d'octobre il me semble. Donc le scandale Volkswagen, un scandale d'État, non seulement un scandale d'État de l'Allemagne, mais un scandale, je dirais, de l'industrie automobile et surtout du capitalisme mondialisé, du capitalisme transnational, voilà, qui par la mondialisation, par la délocalisation, par la division internationale du travail et par les délocalisations industrielles, fait fi des États, des nations et de toutes les réglementations. Et là notamment, ça dévoile l'ampleur d'un gigantesque scandale automobile et industriel et financier, mais surtout ça dévoile l'arnaque du capitalisme vert, de la croissance verte, puisque bien évidemment le scandale Volkswagen, il faut peut-être que j'en parle quand même avant, le scandale Volkswagen c'était le scandale, tout le monde l'a bien compris, c'était le scandale non seulement du capitalisme et de l'industrie automobile, mais surtout le scandale d'une firme multinationale, d'une firme de l'industrie automobile qui n'a pas respecté les normes et les réglementations en matière écologique et de respect de l'environnement, notamment en matière de pollution, de CO2 et de gaz et de dioxyde de carbone, il me semble. Donc voilà, là on voit ce que c'est que le bilan carbone, on peut le dire, le bilan carbone du capitalisme, la destruction de l'environnement, la pollution, la destruction de la nature et la dégradation de l'environnement et de la part du capitalisme, même industriel, pas que financier, de la part d'un capitalisme industriel mondialisé, transnational, qui fait fi de toutes les règles, de toutes les réglementations nationales et des États, et qui est livré à lui-même, et c'est ce que Hegel, le grand philosophe allemand Hegel, appelait la bête sauvage. Hein. Le libéralisme sauvage, là on peut véritablement parler de la bête sauvage, le capitalisme, la brutalité à visage humain, le capitalisme à visage non humain, justement, la brutalité absolue, le capitalisme libéral dans toute son abjection, dans toute sa violence, pas que sociale et économique, mais aussi environnementale. Voilà le bilan carbone, le bilan environnemental du capitalisme. Donc je vais refermer le sujet Volkswagen, mais voilà, bon, c'est clair que le scandale Volkswagen est avant tout le scandale de l'industrie automobile allemande. C'est la fin de la fiabilité à l'allemande, du génie industriel et de la qualité allemande, de la Deutsche Qualität. En tout cas, ça en a pris un coup pour son image international. C'est la fin aussi du mythe du capitalisme vert, de la croissance verte, de pouvoir produire plus de richesses, de pouvoir toujours aller plus loin dans le capitalisme productivisme, et dans le productivisme, dans la production de richesses, dans le modèle du capitalisme libéral et de protéger l'environnement. Là, on voit très bien qu'il y a une incompatibilité philosophique et économique entre la protection de l'environnement, l'écologie, et d'un autre côté le modèle de production capitaliste. Et voilà, et enfin, le scandale Volkswagen ne touche pas que l'Allemagne, ça touche en général l'industrie automobile, peut-être européenne, mais en tout cas l'industrie automobile allemande, puisqu'on va on va se pencher sérieusement sur les autres gammes, les autres marques, les autres industries automobiles allemandes, comme Fiat, comme Skoda, Polo, tout ça, qui sont les autres firmes de l'industrie automobile allemande qui pourraient avoir aussi triché, menti sur les tests de non-pollution, de protection de l'environnement, et surtout ça pose aussi la question d'un capitalisme financier, puisque là on l'a vu, au lendemain de cette crise, de ce scandale Volkswagen, de cette crise du capitalisme mondialisé, on voit véritablement la main du capitalisme financier, notamment en Amérique, Wall Street, la bourse, puisque à la bourse et à la finance, Volkswagen, l'action de l'industrie automobile de Volkswagen a chuté de plusieurs milliards et a véritablement chuté à la bourse de New York. Donc là on voit que, au-delà de ce scandale du capitalisme industriel
la main du capitalisme financier pour en rajouter une couche, et surtout que le capitalisme financier, la bourse, la finance, la spéculation, joue contre le capitalisme industriel, et joue contre le capitalisme productif industriel, puisque le capitalisme financier est un capitalisme prédateur de spéculation et de destruction de richesse, et que là, par ce scandale, la révélation de ce scandale Volkswagen, et de triche à la taxe, au carbone et à la pollution, la cotation à la bourse de l'action Volkswagen a chuté de plusieurs milliards, et c'est tant mieux, hein, voilà, donc le scandale Volkswagen, c'est fini pour le scandale Volkswagen, donc j'en ai tout dit. Scandale de l'industrie automobile, la fin de la qualité, de la fiabilité à l'allemande, donc la fin de l'arrogance allemande, et c'est peut-être bien pour nous d'ailleurs, la fin de ce modèle industriel et de l'arrogance allemande en matière d'industrie. Le scandale du capitalisme et du productivisme, la fin du mythe de la protection de l'environnement et du capitalisme vert, de la croissance verte, et enfin aussi la pénétration du capitalisme financier et de la finance, de la bourse, dans le capitalisme industriel, et véritablement un capitalisme financier, une bourse destructrice de ce capitalisme industriel à travers la cotation et à travers la volatilité des cours financiers de ces firmes industrielles. Donc voilà, j'en ai fini sur ce sujet. Finalement, c'est à la fois un scandale du capitalisme et de l'économique, mais à la fois ça révèle aussi toute la puissance de nuisance et de déstabilisation de la finance internationale. Donc j'en ai fini pour ça. Autre sujet totalement différent, référendum sur l'indépendance en Catalogne. Et risque bien évidemment d'une contagion indépendantiste en Europe. Alors là, c'est un tout autre sujet, plus européen, plus d'ordre politique et culturel. On a vu à la rentrée, c'était en septembre-octobre, mais je le traite maintenant parce que j'ai pas eu le temps de le traiter la dernière fois. Véritablement une indépendance, le référendum sur l'indépendance catalane, et véritablement ça pose la question du risque de la contagion indépendante des indépendantistes en Europe, notamment à travers la Ligue du Nord et l'Italie du Nord en Italie, le Pays Basque avec la France, et surtout en Angleterre avec l'Écosse. Donc beaucoup de régions veulent faire sécession des États, un risque d'indépendance, d'indépendantisme, une contagion indépendantiste, puisque véritablement, derrière le référendum en Catalogne, dont je ne dirai pas grand chose de plus puisque je ne suis pas spécialiste, ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu ce référendum pour l'indépendance de la Catalogne par rapport à l'État central de l'Espagne. Madrid et l'Espagne a bien évidemment condamné ce référendum. On a vu les résultats de l'élection, donc ça a été une défaite relative pour il me semble, hein, parce que ça fait plus de 2 mois, mais je crois une défaite relative, mais mineure, des indépendantistes catalans. Donc la Catalogne ne sera pas encore indépendante. Risque véritablement d'une contagion, une menace d'une contagion indépendantiste en Europe, à travers encore une fois l'Italie du Nord, et surtout l'Écosse pour le Royaume-Uni et l'Angleterre. Et ça pose la question derrière l'indépendance, derrière ces référendums soi-disant démocratiques et populaires, parce que ce sont des référendums démocratiques et populaires, pour l'indépendance, pour une autonomie, voire même une indépendance qui est plus grave et plus importante qu'une autonomie, une indépendance de telle ou telle région d'un pays, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou au Royaume-Uni, bien derrière il y a la volonté évidemment du mondialisme et de l'Europe. C'est ce que montre très bien Pierre Hillard. Pierre Hillard l'explique très bien dans ses livres sur l'Europe et le mondialisme, notamment régionalisme et minorité, enfin, ou la marche irrésistible du mondialisme, ou européisme et mondialisme. En tout cas, Pierre Hillard, qui est un penseur et un politologue intéressant, qu'il faut écouter, Pierre Hillard nous parle bien du mondialisme, de l'Europe et de son intégration dans le processus mondialiste, qu'on appelle aussi la gouvernance globale ou le nouvel ordre mondial. Eh bien, il y a une volonté véritablement, comme le montre Pierre Hillard et d'autres, c'est pour ça que je cite Pierre Hillard parce que c'est le meilleur là-dessus, et le plus accessible, même si par ailleurs je conteste Pierre Hillard sur d'autres sujets. Pierre Hillard est véritablement le penseur intéressant sur le mondialisme et ce mythe, et qui sera bientôt une réalité, des euro-régions. Que l'Europe, l'européisme, l'oligarchie européiste, qui n'est autre que l'oligarchie mondialiste, a une volonté de créer des super euro-régions, autonomes, indépendantes, riches et peuplées, pour casser la logique des États-nations. Donc en fait, derrière ce référendum pour l'indépendance de la Catalogne, qui a échoué, donc l'Espagne restera un État unitaire, même si c'est un État très décentralisé, malgré tout, une volonté de l'Europe mondialiste et de l'Europe de casser la logique des États-nations unitaires et solides pour créer de grandes régions, de grandes zéro-régions qui casseraient la logique de l'État-nation, et pour en finir avec les nations et les États, pour affaiblir les États-nations, mais pour dialoguer directement avec l'Europe. C'est pas pour rien aussi si nos hommes politiques traîtres et soumis à l'Europe et au mondialisme ont fait voter une nouvelle carte
territoriale, la réforme territoriale pour créer des super régions, 13 ou 14 eurorégions, ça s'insère parfaitement dans ce processus mondialiste de décomposition des nations et d'eurorégions. Donc la réforme territoriale et ce qu'on appelle la landerisation, j'en avais déjà parlé dans le dernier entretien, mais la landerisation de la France en créant des super régions, des grandes régions, des eurorégions, pour casser la logique de l'État-nation français qui est un État-nation unitaire, centralisé, jacobin, pour en faire un État décentralisé, fédéraliste, avec des grandes eurorégions qui seront riches, prospères et dynamiques économiquement et qui pourront dialoguer directement avec l'Europe en passant outre le cadre de l'État-nation. Donc véritablement, c'est à interroger. Et enfin, pour finir sur cette histoire de référendum et d'indépendance catalane, avec une risque donc véritablement d'une contagion et d'une menace de l'indépendantisme en Europe, donc au Royaume-Uni, en Italie et notamment en France, on voit très bien que ce risque d'indépendantisme, de régionalisme et même d'indépendantisme des régions trouve avant tout une importance dans des pays européens qui ne sont pas des vieux pays, qui sont des nations européennes qui ont 2 siècles, qui ont été constituées au 19e siècle, et qui ne sont pas des pays et des nations à tradition française, c'est-à-dire centralisée, jacobine et unitaire. L'Espagne, comme l'Italie, l'Angleterre c'est différent, mais l'Espagne comme l'Italie ne sont pas des vieilles nations, on peut dire, en tout cas des moins vieilles nations, et l'Espagne comme l'Italie sont des nations décentralisées, fédéralistes, avec des landers, avec des grandes régions, et ce ne sont pas des États, je dirais, jacobins centralisés. Ce n'est pas la France, quoi. Ce ne sont pas comme la France, une république jacobine, centralisée et unitaire. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le... Donc voilà, véritablement pour le sujet de l'Europe, intéressons-nous donc je répète, intéressons-nous au référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Donc derrière le référendum de l'indépendance catalane, qui a échoué, donc l'Espagne reste un État unitaire, le risque véritablement d'une contagion de l'indépendantisme en Europe, c'est ça qu'il faut craindre, et même pour nous, puisque la dislocation des nations, je vous le répète, la dislocation et le démembrement des nations passera par le mondialisme, c'est-à-dire la gouvernance globale, le supranational, mais passera aussi par l'apologie du régionalisme et des eurorégions, c'est-à-dire l'échelle locale, c'est-à-dire à la fois l'échelle supranationale et l'échelle infranationale, pour casser la logique de l'État-nation unitaire, et surtout, oui, derrière l'indépendantisme et la volonté de certaines régions de s'émanciper et d'être indépendants, la main bien évidemment du mondialisme, et la volonté de l'Europe et de l'UE mondialiste, puisque l'UE est mondialiste, de casser les États-nations en Europe, partout en Europe, notamment les États-nations importants, casser leur logique de solidarité nationale et d'unité et de relative centralisation pour créer des super régions, des eurorégions. Donc derrière cet indépendantisme catalan, même si les médias menteurs à la botte parlent de nationalisme, c'est évidemment un mensonge puisque un leader régionaliste ou un leader indépendantiste ne peut pas être un nationaliste, puisqu'il est contre la logique de l'État et de la nation. Donc là, si mensonge de l'UE, mensonge des médias pour faire croire que ces sursauts indépendantistes et régionalistes sont des sursauts nationalistes. Ne confondons pas. Un nationaliste défend la région. Il défend bien évidemment tous les particularismes et toutes les régions dans sa nation, mais il défend avant tout la nation comme un cadre global et comme quelque chose d'unifié et d'unitaire. Donc les médias parlent... Donc bien évidemment, encore une fois, je vous le répète, donc mensonges des médias, ce ne sont pas des sursauts nationalistes, ne nous trompons pas, même si les médias le disent. Bon, les médias mentent souvent, hein, vous savez. Donc mensonges des médias, ce sont un régionaliste et un indépendantiste est l'ennemi du nationaliste et l'ennemi de la nation, puisqu'il veut disloquer et affaiblir sa nation. Et bien évidemment, derrière, encore une fois, je finirai là-dessus, la volonté de l'Union européenne mondialiste, parce que je vous rappelle que la logique du régionalisme ou du séparatisme ou du fédéralisme, tout ce que vous voulez, c'est comme la logique de l'Europe. Le fédéralisme européen qui est de créer une grande Europe fédérale, c'est la même chose que de créer finalement des nations fédérales. Des nations fédérales et décentralisées en créant des super régions. Donc derrière l'indépendantisme régional, la volonté du fédéralisme européen. Donc bien désigner les ennemis du haut et les ennemis du bas, si j'ose dire. Autre sujet, pour continuer, après le référendum, oui voilà, le pape, je voulais évoquer le rapprochement des États-Unis avec Cuba. Pourquoi ce dégel diplomatique? Pourquoi ce dégel diplomatique? Pourquoi ce réchauffement des relations internationales? Pourquoi ce rapprochement des États-Unis avec Cuba? Alors là, je peux rester ça très rapidement. On a vu ça pendant l'été, on a vu ça à la rentrée et encore maintenant. On a bien vu, bon, Fidel Castro ayant été mis sur la touche à Cuba, puisque c'est son frère Raúl Castro qui a pris le pouvoir. Depuis que Fidel Castro a été mis sur la touche depuis 3-4 ans et que Raúl Castro, qui est un peu plus modéré et surtout très vieux, hein, vieillissant puisqu'il a plus de 80 ans, a été mis au pouvoir à Cuba, on voit un dégel diplomatique et un rapprochement diplomatique entre les deux pays, entre les États-Unis et Cuba. Entre les États-Unis et Cuba, c'est-à-dire donc un rapprochement diplomatique. Pourquoi ce rapprochement diplomatique?
Bon, selon moi, parce que Cuba a cessé d'être une menace, bon déjà nous ne sommes plus en guerre froide, donc n'étant plus en guerre froide, comment dirais-je, il n'y a plus cet affrontement idéologique de la guerre froide entre le bloc de l'Ouest, du monde libre des États-Unis contre le bloc de l'Est communiste de l'URSS. Il n'y a plus cet affrontement de grandes puissances, cet affrontement de deux grandes idéologies qui étaient le marxisme-communisme d'un côté et le libéralisme capitalisme de l'autre. Donc Cuba n'est plus, je dirais, un intérêt ou un verrou géostratégique dans cette lutte à mort entre deux puissances, entre deux idéologies qu'elle l'était pendant la guerre froide. Cuba était quelque chose de stratégique dans les années 60, notamment à la grande époque de Fidel Castro dans les années 60, mais plus aujourd'hui. Donc alors voilà, je vais finir là-dessus, c'était un petit sujet, mais le rapprochement diplomatique entre les États-Unis et Cuba, sujet vraiment intéressant, véritablement très intéressant, à suivre. Pourquoi, comment, je vous le dis, hein, Cuba, bon déjà parce que Fidel Castro a été mis sur la touche, donc on a vu que l'embargo, le blocus des États-Unis sur Cuba a sauté, le blocus des États-Unis sur Cuba a sauté. Lorsque un embargo ou un blocus saute, ça veut bien dire que les pays redeviennent des alliés. En tout cas, il y a plus, c'est que le jour où l'embargo et le blocus sur l'Iran sautera, ça voudra dire que l'Iran sera pleinement réintégré sur la scène diplomatique internationale, ce qui n'est pas le cas encore, puisque l'Iran est toujours sous embargo depuis 1979, depuis la révolution islamique d'Iran. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que, j'avais fini sur cette vision globale, un rapprochement des États-Unis avec Cuba, un des gels diplomatiques. Voilà, moi à mon avis, ça vient bien évidemment de la volonté des Américains d'Obama, puisque c'est toujours le puissant, le fort qui bouge dans ces cas-là. Le puissant, le fort étant Obama, étant les États-Unis, Cuba étant, je dirais, un endroit de la résistance à l'impérialisme américain dans le monde. C'est la résistance à l'impérialisme américain, mais c'est rien d'autre qu'une petite île dans les Caraïbes, donc c'est pas grand-chose Cuba, mais véritablement, là, l'alignement des planètes diplomatiques vient des États-Unis et vient d'Obama, une volonté de dégel diplomatique, d'alliance et de main tendue vers Cuba, puisque Cuba, encore une fois, je le répète, n'est plus une menace stratégique, puisque nous sommes plus en guerre froide avec un affrontement des deux grandes puissances, et surtout aussi, on avait une volonté d'Obama et des États-Unis de se recentrer autour de leurs principaux ennemis, que sont, bon, déjà la Russie et la sphère, et surtout la sphère eurasiatique, le Pacifique, la Chine et l'Inde, les grands émergents. Donc voilà, c'est tout. Donc derrière le rapprochement États-Unis-Cuba, la fin d'une guerre idéologique, la fin des tensions, et surtout voilà, une volonté de la part d'Obama et des États-Unis, de cette grande puissance qui est en fait une puissance en déclin, puisque les États-Unis est aujourd'hui une puissance, je dirais, au pied d'argile, au talon d'Achille, puisque c'est une puissance déclinante à tous les niveaux, hein, économique, financier, culturel, démographique, et une volonté de se recentrer, moi, à mon avis, sur ses ennemis principaux que sont la Russie, et surtout la sphère eurasiatique, c'est-à-dire notamment vers le Pacifique, les États-Unis, la Chine et l'Inde, les grands émergents, la Chine et l'Inde, et surtout la mer de Chine et le Pacifique, qui est le nouveau terrain de jeu des Américains. Ils ne l'ont jamais quitté, hein, mais le Pacifique est véritablement les nouveaux enjeux géostratégiques pour les Américains. Donc c'est tout sur le rapprochement États-Unis-Cuba, bon, intéressant à suivre. Autre sujet, avant-dernier sujet pour cette première partie d'entretien commentaire d'actualité, la visite du pape François aux États-Unis. Alors ça c'est intéressant, bon, c'est intéressant à plus d'un titre. Déjà parce que le pape François représente donc l'Église catholique, donc c'est-à-dire la catholicité, la papauté dans le monde. Le pape François représente l'Église catholique dans le monde. Or, les États-Unis, c'est bien connu, et depuis 2 siècles, depuis leur fondation, est un pays avant tout de réformés, est un pays de protestants, donc de chrétiens mais de protestants, de la religion prétendument réformée, comme disaient leurs adversaires catholiques. Donc c'est un pays de réformés, de protestants, donc c'est intéressant qu'un pape catholique, donc d'un pape, quelqu'un qui représente la catholicité, l'Église catholique dans le monde, aille dans un pays, je dirais, aille prêcher l'évangile, aille prêcher la bonne foi en missionnaire, quoi, dans un pays de protestants, un pays réformé de protestants, bon, avec des sectes, des subdivisions, des branches. Je ne vais pas revenir sur la complexité du protestantisme en Amérique, c'est pas le sujet, je connais d'ailleurs assez mal en général la religion et le protestantisme de plus, mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'est le côté diplomatique, le côté relations internationales. Le côté conflit, le côté alliance. Donc la visite du pape François aux États-Unis, c'est intéressant puisqu'en plus on a vu, et je finirai là-dessus sur ce petit sujet, on a vu le pape François aux États-Unis amorcer ce rapprochement avec Cuba. On a vu que c'est le pape François qui a permis aux États-Unis et à Obama de se rapprocher avec Cuba, puisque le pape François a aussi, dans une démarche d'antimondialiste, d'anti-impérialiste, de tiers-mondiste et de soutien, je dirais, à la cause antimondialiste, tiers-mondiste et anti-impérialiste, on a vu le pape François, sur lequel je vais revenir juste après,
qui est véritablement un pape antimondialiste et tiers-mondiste, et anti-impérialiste, ça va de soi. On a vu le pape François en visite aussi à Cuba, en visite à... voilà, en visite à Cuba, dans la patrie de Fidel Castro, dans la patrie de l'insoumission anti-impérialiste, pour là aussi prêcher la parole de l'évangile, des pauvres, du message de l'église catholique. Donc c'est intéressant, voilà, la visite du pape François aux États-Unis, intéressant à double titre, intéressant qu'un représentant de l'église catholique aille faire une visite diplomatique dans un pays majoritairement composé de protestants, que sont les États-Unis, et intéressant aussi bien évidemment la visite du pape François aux États-Unis, puisque c'est le pape François qui, pas seulement en tant que souverain pontife, c'est-à-dire le souverain pontife en tant que représentant de la catholicité, de la religion catholique dans le monde, mais en tant que chef politique, en tant que souverain, je dirais, souverain pontife d'un côté, pour ce qui est de la religion catholique et des protestants en Amérique, mais aussi souverain, je dirais, souverain politique, souverain spirituel et souverain temporel. Là, le pape François a fait son job, il a fait son travail de souverain temporel, de chef, je dirais, d'un État qui est le Vatican, pour œuvrer à la réconciliation et au rapprochement entre États-Unis et Cuba. Donc c'est très intéressant. Je vois que ça fait plus de 35 minutes qu'on est ensemble pour cette première partie de l'entretien, donc je vais bientôt m'arrêter. Dernier petit sujet. Oui, véritablement, le pape François, je vais m'interroger sur le pape François, un pape révolutionnaire et antimondialiste, à travers son anticapitalisme, sa défense de l'écologie, sa critique de la finance internationale et sa volonté de réformer l'Église, entre autres. Donc c'est plusieurs axes qui me permettent de mieux appréhender, de mieux comprendre le personnage, mais que je ne connais pas particulièrement, bien que je sois catholique, mais chrétien, je dirais, de souche, et catholique culturel, plus chrétien culturel que croyant, bien évidemment. Donc moi, oui, voilà, pour finir sur le pape François, pour avoir une cohérence dans les sujets, dans le déroulement, le pape François, bien évidemment, pour moi, François Ier, hein, pas notre François Ier, mais François Ier, le pape François, est un pape, selon moi, totalement révolutionnaire et totalement antimondialiste. Révolutionnaire et antimondialiste, eh ben, oui, rapidement, on a bien vu le pape François dénoncer, le capitalisme, de la finance internationale, 3, faire l'apologie de l'écologie, de la protection de l'environnement, de l'écologie comme une valeur de droite, comme une valeur chrétienne, ce qui est vrai, la protection de l'environnement, de la nature, le respect du cosmos, le respect de l'univers, et surtout dans une vision très chrétienne, le respect, voilà, de la nature comme une création de Dieu. Donc voilà, critique. Volonté aussi de réformer bien évidemment l'Église, de réformer, je dirais, les mœurs. Bon, c'est pas non plus un pape si progressiste hein, par rapport aux mœurs. On l'a vu sur le mariage gay, on l'a vu sur l'avortement, on l'a vu sur les homosexuels, sur les femmes, sur les couples divorcés. Donc c'est tout de même un pape assez progressiste et assez révolutionnaire. Alors il ne touche pas au dogme, de l'Église catholique, mais il touche quand même à certains tabous, on va dire, de l'Église. Hein. Encore une fois, les homosexuels et le mariage homosexuel, l'avortement, les femmes et les femmes divorcées, réformer aussi, je dirais, la curie, que j'ai envie d'appeler la curée, quoi, la curie et ces ignobles grands cardinaux millionnaires qui, eux, n'incarnent pas du tout le message du Christ et de charité et de pauvreté. Mais véritablement, voilà, selon moi, le pape François est un pape révolutionnaire et antimondialiste. Par sa critique du capitalisme mondialisé apatride et sa critique de la finance internationale, par sa défense de l'écologie, sa volonté de protéger l'environnement et de l'écologie, voilà, le combat écologiste comme un combat pas seulement de gauchistes attardés, mais aussi un combat de droite, de la droite des valeurs et un combat de l'église catholique et des croyants, pour un respect de la nature, etc. Et un respect du vivant, de la nature. Bon, une condamnation, voilà, je l'ai dit, une condamnation de la misère et de la pauvreté qui va d'ailleurs de pair avec le capitalisme et la finance. Là on voit que c'est un pape quasiment aussi marxiste, un pape d'extrême gauche, qui a une vision marxiste et je dirais marxiste-léniniste du capitalisme, de lutte des classes, de défense des pauvres, une vision aussi très antimondialiste ou très altermondialiste, et en tout cas qui rejoint d'ailleurs l'extrême gauche antimondialiste et altermondialiste, comme le reconnaît d'ailleurs très justement et très honnêtement les journalistes du monde diplomatique par exemple, qui sont des journalistes de gauche mais qui saluent le côté antimondialiste et je dirais tiers-mondiste du pape. Donc un pape, oui, antimondialiste, révolutionnaire, assez progressiste, tiers-mondiste, anti-impérialiste, ce qui explique aussi sa volonté, son amour, sa volonté de rapprochement avec Cuba, etc. et l'Amérique latine. Faut pas oublier que ce pape vient d'Argentine, c'est un pape qui vient du tiers-mondisme, qui a vu toute la violence des politiques d'austérité, du capitalisme, de la finance, et de ces politiques d'austérité, de cette thérapie de choc néolibérale qui a eu lieu
voilà, en Amérique latine dans les années 70-80. Il a vu les ravages du capitalisme et de la finance en termes de pauvreté, de précarité, de chômage, de misère socio-économique du peuple. Donc c'est un pape tiers-mondiste. C'est un pape tiers-mondiste, anti-impérialiste et anti-mondialiste de par ses origines, de là où il vient d'Argentine, et de par ses idées, je dirais, révolutionnaires. Donc c'est tout voilà sur le pape François. Donc ça fait quasiment 40 minutes que je parle avec vous. Donc oui, véritablement, voilà, le pape François, un pape révolutionnaire anti-mondialiste, anti-capitaliste, contre la finance internationale, pour réformer l'Église, donc comme je vous l'ai dit, révolutionnaire et anti-mondialiste, pape François bien évidemment. Je répète, une critique du capitalisme et de la finance internationale. Après la critique du capitalisme et de la finance internationale, une volonté de protéger l'environnement, protection de l'environnement, écologie, l'écologie vue comme une valeur de droite, une valeur chrétienne de respect de la nature et de protection de l'environnement, voire pour ça ses bulles papales et ses encycliques. Et enfin une volonté aussi assez progressiste et révolutionnaire de réformer l'Église catholique. La question du mariage, du divorce, de l'avortement, les questions sociétales, sans toucher au dogme. Donc c'est un pape révolutionnaire mais il ne touche pas au dogme, donc sa critique du capitalisme, de la finance et sa volonté de réformer l'Église. Pape antimondialiste, tiers-mondiste et anti-impérialiste, mais jamais révolutionnaire quand même jusqu'au bout. Parce que c'est quand même un pape, il est quand même garant de l'ordre de l'Église catholique. Donc voilà, c'est tout pour cet entretien, première partie. On se retrouve tout de suite pour une deuxième partie de l'entretien commentaire d'actualité des mois d'octobre-novembre, partie internationale. On se retrouve tout de suite pour une deuxième partie d'entretien commentaire d'actualité. A tout de suite.